Ah, c'est live. Encore bon retour à tout le monde. Je sais qu'on échange les sessions de temps à autre. C'est un petit peu difficile pour pas mal de gens, mais c'est la façon qu'on l'a fait pour faciliter les choses, là, pour qu'on ne passe pas toute une seule journée rester connecté. Donc là, maintenant, on est à la quatrième présentation de la journée. Comme vous l'avez vu dans notre programmation, la présentation va être faite par Jamila. Et puis, le sujet qu'elle va traiter, elle va surtout parler de l'importance du portage d'informations en cybersécurité. Écoute, pas grand-chose à dire sur Jamila, mais tout de suite, vous avez lu, elle est analyste CTI, Cyber Threat Intelligence. Moi aussi, j'ai découvert, je ne veux pas dire que j'ai rencontré Jamila, mais j'ai découvert Jamila pour la première fois en écoutant les podcasts No Limit. C'est comme j'ai dit, c'est un des podcasts francophones que j'aime écouter beaucoup. Des fois, on écoute quand même les podcasts en anglais, mais c'est bien quand même d'aller aussi creuser dans les autres pays, surtout francophones, pour voir comment ça se passe aussi. Donc, Jamila, c'est un peu ça en présentation. Comme je t'avais dit, tu es live. Donc, si tu as d'autres choses à parler de toi, tu peux. Sinon, tu peux commencer ta présentation. Ok, donc merci beaucoup Blaise pour Oups. Ouh là là, attendez, excusez-moi, il y a eu un petit bug. Donc F5 manifestement ne fonctionne pas. Ok, donc oui, merci Blaise pour l'invitation, merci pour la présentation aussi, et puis bien sûr pour l'organisation de cette CyberCon donc, qui se passe dans un contexte assez particulier. Donc j'espère qu'on arrivera tous à garder ça attractif et intéressant. Donc effectivement, comme tu le disais, je suis analyste en cybermenaces, donc CTI en anglais. Donc si vous avez des questions par rapport à ce domaine en particulier, on pourra bien sûr échanger avec grand plaisir, donc que ce soit à la fin de cette brève présentation ou par la suite sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me contacter. Donc aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément du partage d'informations. Donc la présentation sera plutôt courte puisque je pense que je m'adresse à un public averti et que vous êtes déjà tous sensibilisés à cette thématique. Il s'agit plutôt d'une petite piqûre de rappel et puis ça fait jamais de mal de reparler un petit peu des basiques et de rejustifier parfois pourquoi il est important de garder ce genre de démarche. Et puis, comme manifestement la pause déjeuner est proche, voilà, je ne voudrais pas non plus empiéter sur ce rendez-vous qui est important. Donc, sharing is caring, pour le coup, c'est plutôt une phrase qu'on a l'habitude d'entendre dans le milieu de la santé, mais qui m'a paru assez appropriée dans le domaine de la cybersécurité. Pardon. Et du coup, on va voir ensemble pourquoi. Donc, knowledge is power, je pense que chacun d'entre vous a déjà eu le loisir d'entendre cette phrase. Donc, voilà, effectivement, la connaissance, c'est le pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la connaissance dans le monde de la cybersécurité ? Alors, c'est un incontournable pour le coup quand on veut mettre en place des mesures et des process appropriés, quand on veut allouer des ressources aussi ou voilà, comment dire qu'elles soient, enfin les ressources qu'elles soient humaines ou financières, il est aussi important de connaître aussi bien son organisation que dans le cadre de la cybersécurité, les menaces qui pèsent sur cette organisation. Donc effectivement, de ce point de vue, la connaissance, c'est le pouvoir. Mais le pouvoir de sécuriser son organisation et non pas le pouvoir en tant qu'absolu. Donc, du coup, il me semble que l'un des points importants à garder à l'esprit, c'est que justement, le partage d'informations, c'est surtout un état d'esprit. Évidemment, après, dans les organisations dans lesquelles on évolue, il y a éventuellement des process mis en place, il y a une sensibilité ou une criticité de l'information, donc on ne peut pas tout partager avec n'importe qui. Mais enfin, voilà, ça passe d'abord par un état d'esprit donc, qui est plutôt assez répandu dans le domaine, dans la communauté cyber, parce qu'on est une communauté finalement assez restreinte.
Et donc, finalement, on se retrouve toujours plus ou moins à parler aux mêmes personnes. Donc, voilà, je pense que de ce fait, c'est déjà quelque chose d'assez répandu, mais je pense que ça aurait le mérite d'être aujourd'hui intensifié. Donc, je pense qu'il est important de garder à l'esprit qu'en fait, la connaissance dont on parlait précédemment n'est pas la propriété d'un analyste ou d'un agent en général, mais qu'on est des contributeurs ou des fournisseurs de connaissances pour permettre une meilleure sécurisation de nos organisations. Et c'est pour ça que, effectivement, c'est un vrai pouvoir de contribuer à cette base de connaissances et à la capitalisation de ce que l'on a pu observer précédemment. Donc, du coup, on met le « i » de côté et puis on avance tous dans le même sens, à savoir la continuité d'activité de nos organisations, notamment, mais pas que, et puis surtout faire en sorte qu'elles évoluent le plus possible dans un environnement pérenne. Donc, du coup, pour compléter la citation qu'on a vue dans la première slide, finalement, en effet, la connaissance, c'est le pouvoir, mais la connaissance partagée, c'est un pouvoir démultiplié. Et en fait, l'idée de ce propos et de cette présentation, c'est aussi de expliquer que le partage de connaissances, on en est acteur, mais on en est aussi bénéficiaire. C'est-à-dire que forcément, quand vous allez être identifié comme une personne qui est capable de partager des données intéressantes, pertinentes au regard de l'interlocuteur que vous allez avoir et aussi au bon moment, finalement, on aura envie de vous renvoyer l'ascenseur, pour parler prosaïquement. Et donc, vous allez pouvoir, vous aussi, bénéficier d'informations auxquelles vous n'auriez pas eu accès par ailleurs. Parce que, évidemment, aujourd'hui, on a toute une multiplicité d'outils, de feeds, etc. Mais toutes les organisations ont des ressources limitées et vous aurez beau avoir tout ce qui existe en termes d'abonnement, d'équipement, etc., il faut aussi prendre en compte qu'on n'a pas toujours les ressources humaines derrière pour les traiter. Donc finalement, ce partage de connaissances, ça peut aussi vous faire gagner à vous du temps et vous aider aussi dans votre démarche, encore une fois, de connaissances pour mieux sécuriser vos organisations. D'autant plus que, et ce n'est certainement pas un critère à prendre à la légère, on évolue aujourd'hui dans un monde cyber qui est complexe. Bon, ça l'a toujours été, mais aujourd'hui, on a une multiplicité de menaces, de modes opératoires adverses qui vont faire peser une menace sur plusieurs industries, sur plusieurs zones géographiques, etc. Donc, on se retrouve finalement avec une menace qui n'est pas forcément propre à une organisation, mais qui va être vécue par une multitude d'entités. Et donc, c'est aussi ça qui est intéressant dans le partage d'informations. Ça va être que une activité malveillante qui va cibler mon voisin peut aussi me concerner finalement. Et donc, si mon voisin me donne accès à ces informations, peut-être que je pourrais mieux anticiper la menace qui pèse sur mon organisation. Donc voilà, il y a aussi ce phénomène de cercle vertueux. Donc, si on n'est pas forcément très, très chaud pour partager l'information parce qu'on préfère la garder pour soi, il faut peut-être avoir cet aspect pragmatique des choses qui est finalement, ça peut aussi me servir, quoi. Donc, finalement, finir par se rendre compte que le partage d'informations est crucial et peut aussi être intéressant pour nous. Donc, comment partager l'information? Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut partager l'info, mais enfin, comme je le disais précédemment, l'information, on ne peut pas tout partager, on ne peut pas partager avec tout le monde et on ne partage pas à tout va.
Donc, il y a, en fonction des organisations dans lesquelles on évolue, des cadres qui existent, des process qui existent déjà. Donc là, on sera plutôt sur des aspects juridiques avec, par exemple, ce que l'on appelle des NDA pour Non-Disclosure Agreement, qui sont des documents qui permettent de se mettre d'accord avec les parties en présence, d'échanger selon un certain format, sur certains sujets, etc. Donc, ce n'est pas forcément ce sur quoi je vais m'étendre aujourd'hui, puisque ça, c'est quand même plutôt du ad hoc. En revanche, ce qu'il est intéressant d'aborder, c'est toute la notion de TLP. Alors, on a aussi les notions de classification, mais là, ce n'est pas forcément la majorité des organisations qui sont concernées par les niveaux de classification. Mais si jamais vous étiez concerné par cet aspect-là, voilà, veillez à ce que des informations ne soient pas surclassifiées, puisque évidemment l'idée, encore une fois, dans le partage d'informations, c'est surtout que celles-ci soient actionnables par votre partenaire. Donc là, du coup, ce sur quoi je vais m'étendre un peu plus, donc c'est le TLP, donc TLP pour Traffic Light Protocol. Donc c'est un protocole qui a été mis en place par les Britanniques au début des années 2000 et qui permet notamment, donc tout ça encore une fois dans le cadre d'un partage d'informations, dans la mise en place d'une relation de confiance, alors que ce soit en interne d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais évidemment le partage d'informations vaut aussi bien en interne, donc avec les différents services d'une organisation, avec vos collègues, etc. Et bien sûr vers l'externe. Donc là, je me suis un peu plus attardée sur des partenaires externes, mais ça vaut évidemment en interne également. Et donc, le TLP va permettre de pouvoir avoir une forme de contrôle, on va dire ça comme ça, de maîtrise en tous les cas, sur l'audience à qui on va destiner les informations. Et donc, comme vous pouvez le voir, on va du TLP white, donc du TLP white, on ne va peut-être pas traduire tout, au TLP red. Et donc ça va vous permettre de finalement faire en sorte de, voilà, encore une fois, établir un canal bien précis de partage d'informations et faire en sorte de rendre la personne à qui vous délivrez cette information responsable de ce que vous lui transmettez. Donc, c'est très important et ça permet aussi de maîtriser par rapport à une publication qui pourrait être faite, que ce soit sur Internet ou autre. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. En tous les cas, voilà, je vous encourage à être vraiment acteur du partage d'informations pour voilà, créer ce cercle vertueux et faire en sorte que la communauté cyber puisse être le plus possible équipée pour anticiper au mieux les menaces qui pèsent sur nos organisations. Merci Jamila pour la courte présentation, mais elle a été assez sommaire aussi pour mieux nous éclairer sur le concept de partage d'informations. Je n'ai pas encore de questions dans le chat, mais je peux juste m'initier en te demandant comment on arrive à faire l'équilibre entre partager l'information et s'assurer que ce partage-là ne soit pas exploité ou par un acteur malveillant pour poser problème. Comment on arrive à faire cet équilibre-là? Alors ça, j'aurais tendance à penser que l'exploitation d'une information par un acteur malveillant, pour le coup, ça dépend surtout de la sécurité logique et physique de l'infrastructure sur laquelle l'information est partagée. Après, là, effectivement, les histoires de classification ou de TLP importe peu et on est plus dans les process, la politique de sécurité des systèmes d'information qui est ou non respectée par les usagers en fait. OK.
Et puis pour le c'est comme en sécurité là, pas en sécurité là, c'est comme les normes qu'on utilise pour la classification du modèle de risque par rapport au TLP, Boundaries. Est-ce que ce modèle-là que vous avez parlé, que tu as parlé, qui est utilisé depuis 2000, moi j'en ai vu une couple d'organisations qui utilisent, mais est-ce que une organisation publique peut utiliser le modèle et puis pour communiquer l'information au même niveau avec les mêmes risques qu'une institution privée? Est-ce que quand c'est une institution publique, par exemple, si c'est le gouvernement qui veut partager quelque chose aux citoyens ou bien à d'autres organisations, est-ce que le niveau de partage est plus confidentiel qu'une institution privée? En fait, ça dépendra de plusieurs facteurs, parmi lesquels la sensibilité de l'information. Il y a toutes les problématiques de besoin d'en connaître, donc qui ne s'appliquent pas évidemment à toutes les organisations, mais enfin, voilà, à un certain nombre d'entre elles. Donc, il y a des informations qui ont vocation à être partagées de manière plus large que d'autres. Donc, il y a cet aspect-là. Et ensuite, ça dépend, encore une fois, donc c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, de la relation que l'on a avec le partenaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans une relation de confiance, on aura peut-être beaucoup plus tendance et envie, parce que ce n'est pas uniquement une question de process, on est aussi dans l'humain finalement, donc il y a aussi des relations interpersonnelles, une relation de confiance qui vont se créer, et du coup on sera peut-être plus enclin à partager quelque chose avec quelqu'un dans la durée, et donc avec encore une fois ce cercle vertueux, parce que la personne en face ou l'organisation en face en fera de même, plutôt qu'avec une autre organisation qui sera connue pour faire de la rétention d'informations, etc. Et donc en laquelle on n'aura pas nécessairement confiance pour donner accès à des données qu'on estime relativement soit critiques, soit privilégiées, en fait. Okay. Donc c'est aussi en ça que, oui, il y a vraiment on parle beaucoup de people, process and technologies. Là, en l'occurrence, on est clairement à mi-chemin entre les people et les process, quoi. OK. Écoute, là, pendant que vous parliez, là, j'ai regardé si j'avais des questions dans le chat live. Je n'en ai pas vu. OK. Mais peut-être que je peux juste terminer avec encore une petite pour demander. Bien sûr, bien sûr. Pour demander, je ne sais pas comment est-ce que légalement c'est, ou au côté juridique, comment c'est adressé. Qu'est-ce qui peut arriver à une institution, un groupe de travail, une personne, ou je ne sais pas, qui a eu à partager l'information et puis qui ne l'a pas fait, et puis après on a découvert que parce qu'on n'a pas partagé, ça a causé un problème, c'est-à-dire la menace a été accomplie, a atterri. Maintenant, oui. Cette personne-là, ou ce groupe de décision-là qu'on a découvert, n'avait pas fait ce qu'on appelle le due diligence. Exactement. Est-ce que légalement, juridiquement, il y a quelque chose qui peut adresser ça? Alors, c'est une question super intéressante. À ma connaissance, je n'ai pas vu de cas documentés dans lesquels c'était arrivé. Mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, la position, ce serait de dire responsable mais pas coupable, comme ça a été le cas dans d'autres affaires qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec la cyber, mais en l'occurrence, je pense que là, la citation peut s'appliquer. Après, il faut aussi voir quelle est la politique interne de l'organisation par rapport à ces cas-là. Et je pense que ce genre de situation, ça fait l'objet aujourd'hui, non pas de poursuites judiciaires, donc qu'elles soient notamment pénales, mais peut-être de ce que l'on appelle des after action reports, donc où on va avoir toute une compilation de ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, et donc quelles ont été, en mauvais français, du coup, les leçons apprises et comment améliorer la situation pour les prochaines occurrences. Donc je pense qu'aujourd'hui, on en est là.
Mais oui, c'est une question très intéressante parce qu'on n'est pas à l'abri qu'effectivement, à un moment donné, il y ait une responsabilité de la personne qui n'a pas joué son rôle dans le dispositif, là où il avait été convenu, alors peut-être de manière tacite ou de manière formelle, qu'elle était censée fournir toute information à sa disposition au bon moment, quoi. OK. OK, mais moi, je pense que je vais m'arrêter là. Trop de questions. As-tu une idée du prochain thème que vous allez aborder dans le prochain podcast? Non, j'ai pas. Non, non. Je suis un petit peu en retard et un petit peu à l'ouest en ce OK. moment, OK. mais voilà, je vous encourage effectivement à écouter le podcast No Limit. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Il y a beaucoup de techniques, il y a un petit peu moins de techniques. Donc voilà, n'hésitez pas et n'hésitez pas vous à être aussi contributeur. Alors là, on parle du podcast, mais enfin, il y a plein d'autres ressources qui existent en source ouverte. Il y a notamment les guides, il y a des forums, il y a Discord, il y a Slack. Enfin bon, voilà. Je ne vais pas non plus m'étendre sur toutes les options qui existent en source ouverte, mais voilà. J'aimerais vraiment avoir cet impact-là, à savoir inciter les gens à partager davantage leurs connaissances. OK. Et je pense que ça bénéficiera à tout le monde. C'est bon. Ben, merci de ton temps. Là, j'ai une dernière question où quelqu'un m'a demandé le lien pour le podcast. Donc, comme je l'ai, je vais le partager sur le chat et puis Ok, après, c'est on cool. va laisser les gens se connecter après. Ok, bon, bah parfait. D'accord. Merci de Merci ton temps et beaucoup. puis à une plus prochaine. Oui, avec plaisir. Merci Blaise et bravo à toi. Et puis, ben, bonne conf à tous. D'accord, ça fait plaisir.